Le mot peuple était effectivement largement utilisé dans, disons, les textes, mais il faut reconnaître qu'en tant que fait politique public, jusqu'à une date récente, c'était pas vraiment quelque chose de tout à fait fondamental. On parlait de république, on parlait de démocratie, mais le mot peuple venait rarement dans les discours publics. À mon sens, la rupture, ça a été le référendum de 2005. Là, il y a incontestablement un tournant qui s'est fait. Pourquoi? Parce que dans le référendum de 2005 est apparu un acteur a priori inattendu, le peuple, qui a dit non à quelque chose, c'est déjà un événement, mais en plus à quelque chose qui remettait en cause l'idée même de peuple français, puisqu'il s'agissait d'un traité international, en l'occurrence le traité constitutionnel européen, qui de façon, alors là, insidieuse, non seulement faisait un traité, ce qu'à l'époque Michel Rocard appelait seulement une règle du jeu, le traité en question marqué constitutionnel. Bon, c'est-à-dire qu'au passage, et sans rien dire, on nous a imposé l'idée qu'il y avait une constitution supérieure à la constitution française. Et donc on remettait en cause le concept même de peuple. Et le peuple a répondu non. À partir du moment où il y a eu cet événement, non, vous savez la suite, c'est-à-dire qu'un président de la République élu, pas vraiment pour ça, d'ailleurs sont-ils élus pour quelque chose de très clairement défini, ça mériterait débat. Donc Nicolas Sarkozy a dit bon, votre vote, je m'en fiche et je vais faire le traité quand même. Donc la question du peuple en tant que souverain est posée depuis ce moment-là. Alors elle se pose de façon très différente. Il est évident que le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, ce n'est pas le peuple. N'empêche qu'il a fait réémerger le concept de peuple. Et que, bon, ben, il est toujours là. Et que le mouvement actuel contre les retraites, c'est encore la même chose. Et qu'on le veuille ou pas, ça va continuer jusqu'au moment où on posera enfin la vraie question, c'est-à-dire c'est quoi la souveraineté, c'est quoi les citoyens. Toute chose que, de toute évidence, on ne veut pas traiter. Alors, certes, aussi bien à droite qu'à gauche, on est censé en parler. Donc, je prends, alors d'abord, commençons par la droite. Vous m'excuserez de mettre Emmanuel Macron à droite, bon, si ça choque des esprits sensibles, eh ben, on en reparlera après. C'est relativement, on voit, j'ai regardé les tweets là, ces jours-ci, c'est assez intéressant de voir les turiféraires de Macron qui, alors là, c'est ad nauseam, ils répètent les mêmes phrases, mais 10 fois, 100 fois. C'est une espèce de, alors là, d'endoctrinement pénible. En particulier, il y a une phrase, Macron nous a dit, la démocratie, c'est de dire ce qu'on va faire et de faire ce qu'on a dit. Alors, je vais faire exprès une comparaison un peu facile. Hitler avait dit qu'il tuerait les juifs, il les a tués, donc il est démocrate. Ben oui, dans cette définition-là, il n'y a aucun doute. Sauf que ce n'est pas ma définition de la démocratie. La démocratie implique le concept de peuple. Or, tout est fait chez Macron pour le nier. Maintenant, si je rebondis, je pourrais parler de Ciotti, mais ça serait à peu près pareil. Alors, du côté de la gauche, c'est plus curieux. Ils ont repris le concept. Un candidat à la présidentielle, que je ne nommerai surtout pas, avait mis sur ses affiches le pouvoir au peuple, et à côté, il y avait sa photo. C'est tout. C'est une conception qui est originale, mais qui n'est pas vraiment la mienne. Donc, inévitablement, qu'on le veuille ou pas, la question qui va se poser, et qui se pose depuis des années, et qu'on ne veut pas traiter, à mon sens, comme tel, c'est quoi le peuple? Pourquoi est-ce qu'on en parle? Et pour quel problème? Alors, première remarque de ce point de vue,
d'abord, c'est inscrit dans la Constitution, même si, comme l'a rappelé Charles tout à l'heure, même si on ne peut pas dire que ce soit vraiment appliqué, enfin, quand même, article 3, la souveraineté nationale appartient au peuple. Donc il y a bien l'idée de souveraineté qui est liée à l'idée du peuple. Il faut reconnaître que dans le même temps, si le mot peuple s'est répandu, c'est à la fois pour le magnifier de la part de certains, sans vraiment dire ce qu'on doit en faire, mais aussi pour le mépriser. Et de ce point de vue, le concept de populisme est inévitablement lié à le retour du mot peuple. On accepte le retour du mot, mais on le rend péjoratif. Automatiquement. Peuple, c'est mauvais. C'est vilain, c'est pas beau, ça crache dans les rideaux, ça ne sait pas se tenir. Heureusement qu'il y a une classe dirigeante qui, elle, sait se tenir. Et de ce point de vue, on peut penser que je caricature, pas du tout. J'ai souvenir d'une phrase de Alain Minck. C'était sous le gouvernement Balladur, c'est ça? Balladur a demandé qu'il y ait un groupe du plan qui sorte un document, La France de l'an 2000. Donc il a confié ce travail à Alain Minck, qui à l'époque était la crème des philosophes en vogue dans tous les salons parisiens. Et donc Alain Minck a sorti un texte, qui n'est pas d'une originalité démente, il faut bien dire, mais qui existait. Voilà. Et alors, Alain Minck est passé dans une émission qui a disparu depuis, qui était L'heure de vérité de François-Henri de Virieux. Et François-Henri de Virieux lui dit, écoutez, j'ai une question pour commencer, comme ça, donc, dans votre comité, là, sur la France de l'an 2000, il n'y avait que des énarques. Vous trouvez que c'est normal? Il n'y a même pas un petit polytechnicien, c'est-à-dire. Donc il n'y avait que des énarques. Et Alain Minck a cette réponse extraordinaire, monsieur, quand on veut empêcher les élites de s'exprimer, on risque de tomber dans le populisme. Alors, non mais c'est remarquable cette phrase parce que tout est dit. Tout est dit. Les élites, c'est lui. On les empêche de s'exprimer. Ben non, ils font que ça, c'est eux qui ont tenu le crachement du début à la fin. Donc c'est idiot de dire qu'on veut les empêcher de s'exprimer. Et du coup, il ne répond pas à la question, sauf pour dire, si on mettait quelqu'un d'autre, ce serait populisme. Ce qui veut dire que, par principe, l'idée de peuple, par rapport disons, à une vision de la société, en tout cas de la vie politique, l'idée de peuple est mauvaise. Que donc il faut le contrôler, l'orienter, le gouverner, mais surtout pas le rendre souverain. Et on retrouve cette idée d'une autre manière, bien sûr, mais dans tout le débat qui vient de se dérouler depuis quoi? Depuis des semaines, hein, autour du thème qui est lancé à l'origine par Raffarin, ce n'est pas la rue qui gouverne. Certes, mais si on ne donne pas d'autres possibilités aux citoyens que d'aller dans la rue, ben, c'est pas qu'ils gouvernent, c'est qu'ils constatent qu'ils ne gouvernent pas, justement. Donc on inverse complètement les questions, et ça permet de botter en touche et de ne pas poser quoi? De ne pas poser la question des institutions, parce que c'est bien la question des institutions qui est posée au travers de tous ces événements, que ce soit 2005, que ce soit les Gilets jaunes, que ce soit la crise sur les... Et j'admets cela étant que ce n'est pas facile de définir ni ce qu'est le peuple, ni comment il peut être souverain. Charles rappelait qu'en grec, il y a 3 mots, ethnos, demos, laos, je crois, c'est-à-dire en gros l'aspect ethnique, l'origine, l'aspect populace, d'ailleurs c'est à peu près ça, et le démos, c'est-à-dire un peuple organisé politiquement. Et tout le travail, à mon sens, sur lequel nous avons à œuvrer en ce moment, c'est justement de voir comment on peut passer de cette vision que la classe dirigeante nous impose, à savoir c'est la populace, à une vision de peuple organisé.
Et c'est tout le débat politique du moment. Je dirais de ce point de vue, mais ça peut faire partie de notre débat. Je pense personnellement que ce débat ne passe pas par la question, à court terme, de la reconstitution de la gauche ou de la droite. Je pense qu'au contraire, la reconstitution de la gauche et de la droite ne peut venir que s'il y a prioritairement le peuple en tant que corps politique constitué. C'est au sein de ce peuple que se reconstitueront les affrontements sociaux d'Armbo, c'est-à-dire qu'on appellera gauche et droite. Mais vouloir le faire avant la reconstitution du peuple, d'abord, je pense que ça mènera à rien. Mais deuxièmement, ça revient automatiquement à donner une étiquette politique au peuple. Le peuple de gauche, le peuple de droite. Non, le peuple, c'est le peuple. Au-delà de toute différence. Ou alors, on considère qu'en 2005, on n'a pas gagné. Parce qu'à ma connaissance, il n'y avait pas uniquement la gauche. Hein. Il y a même le Front National qui avait voté non. Mais ce n'est pas la question. Par rapport à la question posée, ce n'était pas gauche ou droite, c'était voulez-vous ce traité constitutionnel européen. Donc voulez-vous reconstruire le peuple? Et c'est, je crois, une des premières questions qu'il faut qu'on accepte. Donc, le peuple transcende les étiquettes politiques qu'ensuite il permet de reconstituer, bien entendu. Je ne dis pas que le peuple ne sera pas ensuite traversé par des courants politiques. Je vous conseille de ce point de vue l'article que nous avons publié dans le site de l'association Mouvement Constituante, l'article de Alain Suppiot sur la démocratie n'est pas seulement politique, mais il y a aussi un côté social. C'est un article tout à fait remarquable, d'ailleurs comme tous les écrits de Suppiot en général, hein, mais celui-là est particulièrement intéressant. Donc, reconstruire le peuple et la souveraineté, c'est d'abord accepter que la question politique au sens habituel est évidemment essentielle, mais seconde dans le moment où nous parlons. Ensuite, une autre question qui va se poser, bien entendu, c'est sur quel espace se constitue le peuple. Bon, à ma connaissance, jusque pour le moment, on parle du peuple français. Je sais bien que certains ont décidé, je ne pense pas à Jacques Attali, qui n'en manque jamais une, qu'il y avait un peuple européen, sauf que non, historiquement, il n'y a pas de peuple européen. Il y a un peuple français, il y a un peuple allemand, il y a etc., etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un jour, ça ne préjuge pas. Je dis simplement que ce n'est pas une question immédiate. Et du coup, en m'excusant de me citer, dans le livre que vous pouvez acheter d'ailleurs sur le passant, que j'ai fait avec Jean-Pierre Crépin, nous avons un chapitre, y a-t-il encore un peuple français? Ça, c'est une question fondamentale aujourd'hui. C'est pas sûr. Sauf qu'il semble qu'il s'est exprimé dans tous les événements que je viens d'évoquer. Et la seule manière de poser toutes les questions que je viens d'évoquer, nous l'avons résumé à tort ou à raison, mais en tout cas, je pense que c'est une manière, parmi d'autres sans doute, la constituante. Élire une constituante, c'est reconstituer le peuple en tant que souverain. Et ça ne veut pas dire, bien entendu, contrairement à ce que veulent certaines parties, là, faire cette constituante à partir des partis tels qu'ils sont, voire à la proportionnelle des partis tels qu'ils sont. Ça c'est absurde. Il faut le faire à partir de la réalité des citoyens. C'est pour ça qu'a priori, bon, on peut en discuter, nous disons à partir des communes. Et des quartiers, si la commune est pas grande, bien entendu. Marseille, c'est pas Barbizon, voilà. Mais à l'endroit où les gens se connaissent, c'est un lien social. Et donc reconstituer la vie politique à partir de ce lien social, donc toujours au plus près des niveaux de vie. Voilà. Donc nous passons allègrement, comme vous l'avez constaté, du peuple à la souveraineté, de la souveraineté à la constituante. C'est pas, soit dit en passant, parce qu'apparemment ça fait pousser des boutons chaque fois qu'on pose ce mot. Je me rappelle avoir eu une discussion avec Anicet Le Pors il y a plus de 20 ans sur le thème
Mais on ne peut pas avoir une constituante, il faut qu'il y ait des événements extraordinaires. Bon, 20 ans plus tard, j'ai la même conversation avec le non moins excellent Dominique Rousseau, qui pense être l'expert désigné par le pouvoir d'ailleurs, pour faire la Constitution, qui me dit mais on ne peut pas parce qu'il faut des événements extraordinaires. De toute façon, il peut se passer n'importe quoi, il n'y a jamais des événements extraordinaires, sauf qu'il y a des événements extraordinaires. Et que nous sommes dans une phase historique qu'on pourrait appeler un tournant, fondamental, que ce tournant impose des solutions extraordinaires. Les constituantes, il y en a eu dans l'histoire 6, dans l'histoire de France. Ça dépend comment on les compte, 89, 93, 1848. Moi, en général, je mets 1875, qui me semble ressembler étrangement, plus 2 en 46, ça fait 6. Voilà. Donc, ce n'est pas une nouveauté extraordinaire, sauf que ce sont des événements qui répondent à des situations extraordinaires. Et nous sommes dans une situation extraordinaire sur le plan social, sur le plan politique et sur le plan international. Et si face à ces 3 éléments, nous n'avons qu'une réponse, il faut bien continuer. Et le grand chef Emmanuel Macron a raison, et donc il faut lui laisser la parole et surtout pas l'embêter. Ça, c'est parfaitement idiot, et ça ne mène qu'à des affrontements et sans doute à la violence. C'est pour ça que nous disons la constituante est sans doute la solution pacifique, démocratique et rassembleuse pour reconstituer les citoyens et le peuple en tant que souverain. Merci.